Bienvenue sur le podcast Bro Working. Nous sommes François et Kevin, deux frères entrepreneurs et sportifs. Ensemble, nous décortiquons les clés de l'entrepreneuriat et les secrets pour se sculpter un physique et un esprit solide. Notre ambition avec ce podcast, t'inspirer et te rendre déterminé. Si on peut t'apporter ne serait-ce que 1% de motivation et de discipline, l'objectif du podcast sera déjà atteint. Les épisodes sortiront sur toutes les plateformes de streaming audio et sur YouTube. Quelle que soit la plateforme, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. J'ai lancé l'enregistrement de mon côté, donc je vois que tu as préparé ton petit café. Exactement. On va pouvoir commencer le podcast. Alors, j'ai dit juste avant que je voulais qu'on commence de façon un peu informelle, comme on fait d'habitude. Bon, exceptionnellement, cette fois, François ne sera pas présent, donc je m'excuse à tous les auditeurs, mais voilà, c'est comme ça, on a des impératifs. Et pour le coup, aujourd'hui, c'était pas possible pour lui. Mais bon, je pense qu'on va bien s'en sortir tous les deux. Je vais arrêter de parler et je pense que je vais te laisser la parole. Eric, est-ce que tu peux te présenter? Est-ce que tu peux te définir? Comment tu te définis? Alors, c'est une grande question. Alors déjà, je suis très content de participer à ce podcast. Parce que c'est un moment d'échange particulier où on travaille physiquement ensemble, Kevin, et puis on échange aussi des notions sur les valeurs. Et donc partager et donner des points de vue sur qui on est, ce qu'on aime faire, c'est important pour moi. Donc c'est ce qui me définit aussi. Et pour répondre à ta question, je pense que moi je suis quelqu'un de passionné. Qu'est-ce que ça veut dire passionné? Ça veut dire quelqu'un qui s'investit dans chacune des relations qu'il a. Bien entendu, on a tous des cercles, alors des cercles familiaux, des cercles d'amis, des cercles du sport, des cercles du travail. Et c'est comme ça que je me définis en fait comme quelqu'un de passionné, d'aimant et qui veut donner, apprendre et évoluer. Ok, mais j'aime beaucoup ce que tu dis. La passion et faire les choses avec le cœur, c'est quelque chose que je trouve de primordial dans les relations humaines. Enfin, je sais que je privilégie beaucoup des personnes dans mon entourage qui ont la passion, peu importe sur quoi. Ça peut être sur le sport, évidemment, forcément, mon métier de coach sportif, ça va être beaucoup le sport. Mais il y a quelque chose dans les gens qui sont passionnés. C'est vrai. Hein. Ouais, je pense parce que c'est ce qui nous permet de faire le petit truc en plus. C'est ce qui fait bon dans le sport, on le voit bien. Hein, si tu te mets dans une séance et tu dis tu es passionné par ce que tu fais et tout, tu vas mettre les petits, tu vois la dernière répétition qui fait mal à la fin, ce qui va te permettre de la faire dans les bonnes conditions. Mais aussi quand on parle avec des amis, être passionné, être présent dans la relation, c'est ce qui te permet justement de l'écouter quand il en a un besoin, il le sent. C'est cette minute en plus. C'est ce sourire en plus, c'est ce contact visuel qui fait pour moi toute la différence. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que. Mais alors là, tu sais, que je me demande un truc, je me dis que font les gens qui ne sont pas passionnés, quoi? Comment tu peux vivre sans être animé par quelque chose de fort en toi, tu vois, que tu peux ensuite transmettre? Ouais. Alors c'est très vrai. Je suppose que les auditeurs aussi sont confrontés à ça quand ils travaillent en équipe. Ils s'aperçoivent que quand il y a des projets à faire, il y a des personnes qui sont moins motivées que d'autres. Ils s'aperçoivent aussi si les auditeurs font du sport collectif. Ok, ils s'aperçoivent que d'autres personnes sont moins impliquées que d'autres. Donc effectivement, je pense que les personnes qui sont pas, je pense, passionnées dans ce qu'ils font, ils manquent le lien collectif du pourquoi on fait quelque chose, de la vision et aussi de s'impliquer moralement dans la relation. Alors, c'est la relation d'une équipe de foot, hein, ça peut être la relation avec son coach quand on fait l'entraînement, la relation avec son chef d'équipe quand on est au boulot, mais tout est lié en fait. Hein. Je pense que si on fait pas ce petit effort, si on fait pas cette volonté de se sortir un petit peu, on n'est pas la passion et on voit pas, on consomme au lieu d'apprécier. Et Ouais. j'espère que je suis clair dans mes propos parce que Oui, vraiment il y a une grosse différence entre dire bon, je vais aller à la salle de sport juste pour faire une séance de coaching juste pour cliquer ah bon je l'ai fait, j'ai fait mes 3 séances de jour au lieu de dire bah écoute là j'ai mis un tout petit peu plus le petit supplément d'âme, ok, les petites gouttes de sel
qui font un plat qui est merveilleux et qui fait une relation spéciale et qui fait une séance de sport chouette, quoi. Je comprends ce que tu veux dire, ouais, et c'est vrai qu'on on peut remarquer aussi que dans différents milieux, on voit que les relations humaines et donc cette passion peut faire la différence. Je ne sais pas si toi, tu as un exemple au travail, par exemple, si tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais et donc mettre en relief ce sentiment-là au sein de tes relations professionnelles. Oui, tout à fait. Alors moi, je dirige une entreprise qui est basée à Lyon. Donc c'est une entreprise où il y a environ 140 personnes sur Lyon, donc avec des équipes et des niveaux hiérarchiques. Et on s'occupe en fait de la lutte contre les nuisibles. Donc c'est au départ un métier, en fait, on tue des insectes. Donc on pourrait dire oui, on fait des produits chimiques pour tuer des insectes. Et ça, c'est très réducteur. Donc pour moi, tout le travail, c'est d'expliquer l'utilité en fait de ce qu'on fait. On tue pas des cafards, on tue pas des insectes. En fait, on garantit des environnements qui sont sains. On n'a pas envie quand on va au restaurant de voir un cafard qui passe sur la salade. On n'a pas envie aussi de voir quand on protège des grains stockés, 20% de la production qui part parce qu'il y a des insectes dedans. Donc l'utilité de nos produits est de mission sociétale. Donc mon rôle pour justement créer de la passion, créer de la fierté, créer de l'engagement, c'est à mon sens d'expliquer le pourquoi on est là, pourquoi on existe, et montrer en fait que la valeur de ce qu'on fait est importante en tant que société, qui a un impact sur la société. Okay. Et après, c'est comment chaque individu contribue dans cette chaîne de valeur, dans cette chaîne qui est l'entreprise. Et c'est, je pense que comme ça qu'on peut créer, à mon avis, la motivation, la passion, l'engagement. Bien sûr, hein, je vais pas pipoter. Hein. Moi aussi, je travaille pour avoir un salaire, pour gagner ma vie, pour m'acheter à manger. Mais ce qui fait la différence, ce qui me fait arriver tôt le matin et partir un peu plus tard le soir, c'est exactement ça. C'est le sentiment d'être utile, c'est le sentiment d'avoir un impact dans ma société et pour la société. Et ça crée la différence. Ok, bah c'est super ce que tu nous dis. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a animé dès le début ou est-ce que c'est plutôt une réflexion que tu as construite au fur et à mesure? Est-ce que au début, alors je ne sais pas comment ça s'est passé, comment tu es arrivé à diriger cette entreprise et par quelles étapes tu es passé, tu pourras nous en parler. Mais c'est vrai que j'imagine qu'au début, quand tu es sorti des études, etc., peut-être que tu n'avais pas ce mindset-là, tu vois, t'étais peut-être animé par autre chose, ou alors dis-nous au contraire si depuis le début, en fait. Alors, je pense avoir eu si tu veux, la motivation au départ. Alors, je pense qu'on est tous issus d'un environnement qui subit des influences. Alors, bien entendu, à l'école, dans l'équipe de foot, les premiers trucs, il y a plusieurs environnements qui influencent. Donc oui, moi, je pense que très tôt, j'ai eu cette motivation. Si tu me voyais, j'ai fait du handball très tôt. Moi, tant que le match n'était pas fini jusqu'à la dernière seconde, j'y croyais, je poussais, je lâchais jamais. Donc, j'ai cette mentalité, je pense, qui vient de mes parents. Ça n'a jamais été facile pour eux. On pourra en revenir en fait sur l'éducation, en fait, ce qui nous forme. Donc ça m'a donné, si tu veux, un terreau qui m'a dit, écoute, si je veux progresser, il faut que je me bouge. Donc après, ça c'était dans les écoles pour avoir. Après, j'ai fait une école de commerce et j'avais pas le niveau pour aller dans les prestigieuses écoles de commerce de Paris. Donc j'ai fait une école de commerce à Nice. Et puis je me suis dit, pour faire la différence, il faut que je fasse la différence avec quelque chose, quoi. Donc parce que les CV sont plus ou moins équivalents. Donc je l'ai fait par rapport aux entretiens, dans la préparation de mes entretiens, dans l'approche que j'avais des entreprises, ça a créé beaucoup de différences, cette niaque et ce lien. Et puis après, j'ai tout de suite vu dans les expositions que j'ai eu la chance d'avoir des managers qui étaient top, un environnement qui était top, qui m'ont permis de grandir et d'apprendre. Et en fait, je me suis toujours dit qu'il fallait apprendre et qu'il fallait progresser. Je crois qu'il y a une citation de Gandhi qui disait, oui, vis comme si c'était ton dernier jour et apprends comme si tu étais éternel.
Et ça m'a résonné dans cette notion d'apprentissage. Donc, bien sûr, l'apprentissage des données techniques et tout ça, on arrive à le comprendre et ça, tout le monde le fait. Mais l'apprentissage de soi et l'apprentissage des autres, j'ai toujours investi dessus. Parce que pour moi, quand on parle de passion, et je reviens à ce que j'ai dit auparavant, hein, quand on parle de passion, quand on parle d'interaction, ça se travaille tout le temps. On évolue avec le temps. On est un copain quand on a 20 ans, ok. Après, on devient un mari, généralement, ok. Après, on devient père, ok. Et puis après, on devient un coach, ok. Et c'est un peu les étapes de la vie. Et c'est là où je suis, où j'ai évolué. Donc oui, je pense que ça se travaille. Je pense que faut jamais penser qu'on est arrivé. Jamais, jamais. Si j'ai un message à faire passer, ça serait ça. Jamais penser qu'on arrive et toujours être dans le mouvement et dans l'apprentissage. Donc ça, c'est très, très vrai. Oui, alors c'est vrai qu'il y a deux côtés, il y a deux grands discours. Jamais penser qu'on est arrivé, jamais penser que tout est acquis. Mais je pense que pour la plupart des gens qui commencent, tu sais, qui se lancent dans le monde, plutôt, mais en fait, je vais jamais y arriver. Tu vois, toi, tu peux nous dire ça parce que tu as une certaine ancienneté. Et c'est sûr que toi, oui, le discours est légitime. Mais c'est vrai que pour un mec comme moi, par exemple, je sais que bon, j'ai loin d'avoir atteint le maximum du potentiel. Je sais que j'ai encore beaucoup de travail. Et c'est vrai, mais c'est marrant parce que on a ces deux expériences différentes. Malgré tout, je me rejoins totalement sur l'importance des relations. Je peux te donner quelques exemples aussi sur l'apprentissage, ok, sur l'apprentissage de soi et qui a résonné. Donc, pour les auditeurs, j'ai 53 ans, quoi, comme ça au moins. Donc ça met un peu de perspective sur la personne. J'ai fait beaucoup de pays en fait hein, dans ma carrière professionnelle. Donc j'ai commencé en France pendant les cinq premières années. Après, j'ai tout de suite été parti de la France au Maroc où j'ai été pendant 4 ans basé à Casablanca. Après 4 ans de Casablanca, je suis parti au siège en Allemagne où j'ai passé 4 ans de ma vie à Leverkusen, près de Cologne, donc dans un rôle global. C'était très intéressant, développer des réseaux et tout, autre culture, hein, de différence du Maroc à l'Allemagne. Et après de l'Allemagne, je suis parti en Australie où j'ai passé 6 ans en Australie. Donc aussi autre culture, on roule du mauvais côté de la route et tout, donc on est la tête en bas. Mais excellente expérience. Et puis après de l'Australie, je suis parti au Canada. Ok, donc je suis parti du sud au nord. Donc et après 4 ans au Canada, je suis revenu en France. Donc j'ai passé plus de temps de ma vie en dehors de la France que dans la France, au moins carrière professionnelle. Donc j'ai pu être exposé à différentes cultures, différents profils. Et ça m'a permis aussi d'apprendre. Et dans ce cadre-là, quand j'étais en Australie, je suis arrivé sur les plages australiennes et je regardais, c'était magnifique et je savais pas nager. Enfin, je nageais comme un piment, quoi. Je faisais pas 25 mètres en étant essoufflé, quoi. Et j'arrive, je dis c'est pas possible. Je peux pas être dans ce magnifique pays et pas savoir nager. Et donc j'ai cherché un coach et puis bon, j'ai eu les premiers un peu bourrins qui m'ont dit bah tu prends une planche et tu fais des kilomètres. Je dis, bon, c'est pas ça. Jusqu'à temps que j'ai trouvé un coach qui me fait penser à toi, Kevin, un coach qui parle, qui regarde la personne de manière holistique. Et il m'a dit en fait tu as peur de couler, donc je vais t'apprendre à respirer dans l'eau, à contrôler tes mouvements. Et donc après tu vois de 300 mètres, tu vois, je nageais 400 mètres, 1 kilomètre, 2 kilomètres. Après j'ai dit bon moi je cours, donc je me suis acheté un vélo, j'ai fait un premier triathlon, deuxième triathlon et après j'ai fait les triathlons. Donc j'avais 40 ans quand j'ai appris tout ça. Et c'était génial. Et là, mon dernier apprentissage, je me suis mis dans l'intelligence artificielle, savoir ce que ça m'aide dans la productivité et tout ça. Donc, on apprend à tout âge, okay, et dans tous les domaines. Donc, je vais donner 2 exemples. Un vraiment sur le physique, l'apprentissage du sport, et un plus technique. Bon, j'ai pas besoin d'expliquer quoi, mais bon, on travaille tous. Enfin, j'espère que maintenant beaucoup des auditeurs travaillent avec l'intelligence artificielle pour améliorer sa productivité. Donc, c'est vraiment important d'apprendre tout âge. Ouais, bah, j'espère pour eux, oui. De toute façon, là, ce qu'on disait avec François la dernière fois, c'est que François, il accompagne des coachs sportifs et il développe l'activité en ligne, leur activité en ligne. Et bien sûr, donc, il a attaqué le volet sur l'intelligence artificielle et c'est un précurseur à ce niveau-là. Hein. Et donc, il disait dans sa dernière conférence que le métier de coach sportif, c'est un marché qui est en plein essor. Il y a
forcément, il y a une grosse compétitivité sur ce marché-là, mais ceux qui vont utiliser à bon escient l'intelligence artificielle sauront se démarquer du lot et donc tireront leur épingle du jeu parce que un coach sportif vs un coach sportif sous IA, ça n'a rien à voir. Et moi, je le vois bien tous les jours. En fait, je pense que je passe 1 à 2 heures par jour à discuter avec ChatGPT, par exemple. Je ne sais pas, toi, dans quel cadre tu utilises l'intelligence artificielle. D'ailleurs, ça peut être intéressant. Tu peux développer. Alors, moi j'utilise, il y a 3 grands volets. Il y a un premier, c'est productivité et ChatGPT et Copilot. Ce sont les deux qui m'aident le plus. Donc, c'est essentiellement... ça va de la rédaction d'emails, rédaction de rapports. Je fais beaucoup de réunions, donc compte rendu, des choses comme ça. Donc ça, c'est un premier volet productivité. Et puis après, j'ai un deuxième volet, c'est travailler les business models, puisque c'est vraiment essentiellement sur le. Donc je suis responsable en fait dans la zone à Lyon. On est responsable de toute la zone EMEA, Europe, Middle East, Africa, plus l'Amérique latine. Donc elle est très large, il y a des pays qui sont très différents et dans ces business models, on essaye de voir comment on peut toucher les clients différemment, de manière plus directe, générer de la demande. Donc ça, c'est le deuxième volet qui nous aide avec l'intelligence artificielle. D'accord, donc ouais, donc tu es sur un volet plus pratique tel que la rédaction d'email, tu synthétises beaucoup des rapports, je pense. C'est vraiment une merveille, quoi. À l'époque, il fallait se farcir, à mon avis, hein, je sais pas, c'est toi qui vas nous dire, à l'époque, tu devais te farcir, t'éplucher les dossiers. Ouais, tout à fait. Et là, donne-moi la synthèse, ça change une vie. Ça change une vie. Non, tout ça, c'est vraiment au niveau productivité, ça change du tout au tout. Aussi dans la structuration des idées, quand on arrive, par exemple, on est en train de réfléchir sur développer des partenariats avec d'autres distributeurs. On essaie de trouver une présentation. On utilise ChatGPT pour avoir un cadre de présentation qui soit plus percutant et pertinent pour le distributeur. Donc, c'est intéressant d'utiliser ça de manière bien ciblée et ça change une vie, c'est clair. Tu as des collaborateurs qui n'utilisent pas l'intelligence artificielle? Alors, j'en ai. Beaucoup, je pense, n'ont pas pris le temps d'investir dedans. Je pense qu'il y a une peur. Il y a aussi une peur en disant, bah oui, mais il peut pas me remplacer ou c'est de la compétence artificielle, on va voir que je triche. Et je pense qu'ils n'ont pas encore compris l'enjeu que ça peut avoir. Donc on a tout un programme où on essaye de les emmener, quoi, de démystifier ça en disant, même moi, de manière très vulnérable, hein, en disant, écoutez les gars, j'ai pas la science infuse, mais regardez, j'ai eu ce problème-là, et regardez comment j'ai fait, quoi, pour résoudre ce problème-là, quoi. Donc je dis, c'est un partage d'expérience, c'est ma boîte à outils, ça a marché pour moi, et de manière humblement, je la partage, et si ça peut marcher pour vous, ça peut changer. Donc il y en a certains qui crantent, d'autres, je pense, qui risquent de se faire dépasser. C'est sûr, c'est sûr. Et c'est marrant, mais moi, ce que je trouve, on parlait de relations, tu vois, on va raccrocher les wagons, c'est génial, parce que on parlait de relations. Et on se disait que, voilà, la communion, c'était quelque chose qui était très important, sur Terre, entre tous les êtres humains, tu vois. On est en communion, on partage des passions, etc. Est-ce que le plus important, c'est pas, du coup, la communication? C'est pas de savoir se faire comprendre, de faire passer des messages. Est-ce que c'est pas ça le plus important? Parce qu'il y a un moment donné, je me suis dit aussi, mais putain, Kevin, t'es un imposteur, tu rédiges tes posts avec ChatGPT, tu vois, alors qu'en fait, je me suis vite réveillé et François m'a bien aidé là-dessus. Et en fait, non, parce que du coup, je suis boosté, en fait. Je suis boosté, ma communication, elle est boostée, je fais passer des messages encore plus facilement. Ma productivité, elle a fait x5. C'est excellent. C'est excellent. Moi, j'adore te voir ça parce que déjà, tu en parles avec le sourire. Et cette communication dont tu parles, elle est essentielle. Bon, après, il y a, je pense que la communication est un art. Moi, je vais te parler de comment moi je la vis, en fait, comment moi je me la modélise, la communication. Et bien entendu, il y a le point de départ, le contenu. Après, il y a moi, comment je le filtre. Après, il y a le canal et il y a le récepteur, quoi. Hein. Donc, l'autre personne, essentiellement. Donc,
T'as vu, il y a quand même 3 étapes à faire le lien. Et je pense que, et je dirais même, il y a un environnement, ok? Parce que je pense que tu peux passer certains messages, je pense qu'il est important de savoir quand les passer, comment les passer. Et puis après, il y a cet élément aussi de crédibilité quand tu fais passer des messages. Tu vois, il y a certaines personnes qui ont besoin peut-être d'être plus dirigées dans le message qu'ils veulent entendre. D'autres, il y en a qui n'ont pas envie de se faire enfantiliser, donc se faire enseigner, donc ils ont besoin plus de se laisser venir ou il faut plus les laisser tirer. Donc je pense qu'il y a, c'est pour ça que dans les 3 étapes que je te disais, le contenu, le canal, le récepteur, je pense que c'est 3 choses différentes et que je pense que ça s'interchange pour pouvoir être le plus percutant. Je pense que une communication efficace, c'est pas la quantité, c'est de la qualité et c'est de l'impact. Ouais, je comprends. Oui. C'est vrai que par moment, je le vois, hein, même quand je coach en présentiel, il y a il y en a qui n'ont pas les bons récepteurs. Ouais, tu sais que le message, tu vas l'envoyer, mais il va pas être, il va pas Ouais. être bien interprété. Puis, enfin, c'est vrai que ouais, c'est tout l'enjeu de la communication. Ouais, c'est vrai. Puis tu as aussi une dimension culturelle. Quand je te parlais, moi, dans ma zone, tu vois, il y a certaines cultures où on attend d'un coach il n'a pas le droit de pas savoir, quoi. OK? Alors que d'autres, bon, non, on a besoin d'un coach qui le parle pour le motiver sur certaines choses. D'autres qui ont besoin plus d'un stick, tu vois, de dire, voilà, il me faut le bâton pour, parle-moi comme on parle à l'armée ou des choses comme ça. Donc, je pense que tout l'art que François et toi doivent avoir dans les messages qui passent, surtout en plus que le canal vidéo, Internet, tout ça est froid, hein, il faut ce dire. Ça doit demander encore plus de sensibilité, plus de finesse pour pouvoir être plus percutant et puis pour faire la différence avec des autres coachs. Et ça, je pense que ça doit se travailler, ça doit pas être simple. Mais tu sais, ça me fait penser, c'est parfait qu'on parle de ça parce que ça me fait penser à une discussion que j'ai eue avec Rémi Steinbaker. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. C'est un des coachés de l'Idéal. D'accord. Et lui, bon, il a une boîte, il est consultant. Bon, j'ai pas trop compris ce qu'il faisait, mais en Mhm. gros, le cœur de son entreprise, c'est la relation, le relationnel. Il est sans Mhm. arrêt à faire des déj, tu sais, aller Mhm. boire des verres, de faire des dégustations, des trucs. Et il m'a expliqué que justement, après le Covid, une fois que tout le monde s'est mis en visio, et Mhm. en fait, il m'a expliqué que ça lui grillait un petit peu certains contrats. Tu vois, ça faisait moins de Ouais. business. Parce qu'à l'époque, il me disait que lui, bah voilà, il allait manger avec un client, il nouait une relation en fait. Ça devenait Ouais. un client ami. Et donc, Mhm. à partir de cette relation, en fait, tu pouvais tisser ta toile. Et je pense que il me parle sur son marché, mais ça doit être le cas sur d'autres marchés. Est-ce que toi, tu as l'impression aussi que cette distance qu'on met, ce côté froid, ça rend un petit peu plus difficile les échanges professionnels Oui. Oui, clairement, oui. Tu n'as même pas fini ta phrase. Je me suis permis de t'interrompre. Absolument. Euh, il y a plein de statistiques là-dessus, hein, si ça intéresse les auditeurs, en fait, qui disent que dans les relations commerciales, plus de la moitié des relations commerciales dans 5-10 ans vont être la décision d'une transaction commerciale va se faire basée sur la relation. Donc on a tout intérêt, alors que dans un monde où tout devient commodité, en fait, hein, où on prend même chacune des relations, des produits, on les rend commodité, quoi. L'élément différenciant, c'est la proposition de valeur et la relation. D'où l'importance de créer cette relation, de trouver des moyens, malgré la distance, ok, malgré le canal qui nous sépare, pour créer des liens de confiance, des liens d'écoute, d'empathie, et aussi d'engagement, en fait, hein, quand on parlait du pourquoi, quand on parlait de qu'est-ce qu'on veut faire pour générer cette puissance-là. Mais j'en suis intimement convaincu que la relation a un impact sur le business, mais énorme. Ok, et alors dans ces cas-là, comment on fait quand on est à distance? Comment toi tu fais avec tes collaborateurs pour booster les relations et générer de l'engagement? Alors, il y a plusieurs étapes. Moi, j'essaie déjà de bâtir
d'avoir un rendez-vous physique en premier lieu, surtout pour les équipes qui sont en Amérique latine. Je me déplace pour dire voilà qui je suis, voilà comment je travaille, voilà quel est l'engouement, quel est l'engagement, comment nous on va travailler ensemble pour y arriver. Et après, j'essaie de maintenir ça par le lien. Maintenant, après, je comprends qu'on ne peut pas toujours tout le faire. Donc, pour moi, il y a la première étape, c'est de bâtir une relation de confiance. Alors, tu vas me dire, ouais, comment bâtir une relation de confiance à distance, hein? Bah, pour moi, il y a deux choses dans la confiance qui sont importantes à faire. Le premier, c'est la compétence, c'est-à-dire que quand je sens que la personne qui me parle du coaching ou de quelque chose sait de quoi il parle, c'est un expert reconnu. Et après, le deuxième, c'est le côté qualité de la relation. Le côté, c'est une personne qui est capable d'entendre moi mes besoins. Donc, si tu allies la compétence technique plus la compétence, on va dire, soft, ok, de leadership, d'empathie, de connexion, là, tu crées la confiance. Et là, tu crées quelque chose qui peut faire la différence. Et ça, et ça, je pense que c'est super important pour le faire, pour être impactant. Après, pour créer cette relation d'empathie, hein, moi, je te dis encore une fois, ici, je donne pas de leçons, on partage une expérience. Hein, je préfère aussi le répéter à toi et aux auditeurs. C'est d'avoir cette approche humble, de dire, bah voilà, ça a marché pour moi. Ok, je le partage. Je reste convaincu que en partageant de l'empathie, en partageant, ouais, voilà, ça a marché, là, ça n'a pas marché, voilà pourquoi ça n'a pas marché, voilà mon apprentissage, on a cette connexion avec la personne. On a cette connexion. Ouais, donc toi, d'abord, tu te mets en présentiel, tu essaies de créer un lien fort dès le début, voilà, partage des valeurs, etc. Et ensuite, tu tisses à partir de cet ancrage. Ouais. N'oublie pas aussi qu'il y a ce point aussi quand je parle de compétences. Ok, c'est montrer. Alors ça paraît évident, hein, mais je pense que des fois il faut le montrer, il faut l'expliquer, quoi. C'est important pour tout le monde. Montrer d'où on vient, qu'est-ce qu'on a fait, pourquoi on est le meilleur, quoi. Et donc c'est important d'avoir ces deux pavés en fait, si tu veux, hein, la compétence et le lien. Non, mais je comprends très bien. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais avec mes gars dès lors que j'ai un appel de vente, tout simplement, pour convertir un prospect en client. Et donc, d'abord, je crée du lien. Donc, je pose beaucoup de questions. Je ne sais pas si c'est ce qu'on apprend en école de commerce ou pas. Moi, je n'ai pas fait d'école de commerce, tu vois. Mon école de commerce, c'est François. Il m'a formé là-dessus. Donc, ouais, je pose beaucoup de questions. Je m'imprègne un petit peu de la personne. Alors oui, d'abord pour connaître ses freins, pour connaître ses obstacles, etc., pour pouvoir résoudre son problème. Mais d'abord, avant de le voir, tu sais, d'un point de vue tactique, je le vois d'un point de vue relationnel humain. Tu vois. En fait, au début, quand je passais mes appels de vente, j'étais stressé, j'avais beaucoup d'appréhension et au final, ça n'aboutissait pas forcément. Et dès lors que j'ai mis en place, en fait, ce que je sais faire, tout simplement, discuter, m'intéresser, poser des questions, tout de suite, ça m'a enlevé un stress et j'ai pu tisser ancrer ce premier élément de la relation. Et ensuite, forcément, ça aboutissait. Là, tu as dit un secret, je pense, une confirmation de ce que je pensais, et un secret aussi pour les gens qui nous écoutent, parce que, voilà, je pense que poser les questions, voilà, on a une bouche et deux oreilles, donc il faut écouter beaucoup plus qu'on ne parle, et ça aide. Ça aide. C'est intéressant ce que tu dis, ça. En tout cas, ça résonne chez moi. Ouais, c'est clair. Tu m'as parlé de tes voyages. Est-ce que c'est une vie intéressante, ça? Est-ce que tu es satisfait par cette vie d'aventure, entre guillemets? Parce que tu as fait quoi, 4 ans au Maroc? Oui, 4 ans au Maroc, 4 ans en Allemagne, 6 ans en Australie, 3 ans, presque 4 au Canada. Et non, c'est intéressant. Je pense que je me suis toujours posé dans la position de choisir
ce que je veux faire, dans la position de choix. Alors, elle tape pas à la porte, hein, ils sont pas venus me chercher en disant, voilà. Donc, je suis allé les chercher, ces choix, et essayer d'aller toujours vers le mieux, toujours vers quelque chose de plus important en termes d'intérêt de travail, d'intérêt de vie. Donc, moi, je me suis vraiment, vraiment éclaté dans tout ce que j'ai fait. Humainement, professionnellement, et personnellement en tant qu'individu. Donc c'était vraiment chouette. Maintenant après, comme toutes les vies, hein, j'ai pas rencontré une seule personne qui a une vie facile. Hein. Donc je dis pas que la mienne elle était facile. Après bien sûr j'ai divorcé moi quand j'étais en Australie. Donc je partage ça aussi avec les auditeurs parce que c'était pour moi un échec. Hein. Je suis très attaché à la famille et bon, ça a été peut-être un échec ou un apprentissage, ou peu importe comment on le nomme. Donc ça n'a pas été simple. Après, il y a un enfant qui est un de mes fils, j'ai deux fils, des jumeaux, qui est venu vivre avec moi quand j'étais au Canada. Et après, et un petit peu à Lyon, donc il a vécu 4 ans avec moi, j'étais papa célibataire. Donc ça aussi, j'ai appris énormément de choses. Et je souhaite d'ailleurs, on pourra en parler après, à tous les auditeurs d'avoir les rapports que j'ai avec mes fils. Parce que c'est génial ce qu'on peut transmettre, et puis ça va dans les deux sens aussi. Donc ça c'est très bien. Je suis très reconnaissant avec eux. Donc c'est une vie qui est belle. Donc si je peux faire une métaphore, c'est une rose, donc avec une belle fleur, et il y a des épines aussi. Voilà. Ok, j'ai plein de questions là qui me viennent en tête, mais c'est vrai que il faut que je recentre un petit peu la discussion. J'avais une première question sur ton expérience au niveau des cultures. Tu as été donc au Maghreb, ensuite tu es parti donc en Europe centrale, enfin, en Allemagne, en Australie, puis au Canada, puis tu es retourné en France. Est-ce que tu as perçu des différences majeures culturellement, et où est-ce que, je sais pas, la vie te paraissait la plus facile entre guillemets ou la plus agréable? Alors, oui, les différences culturelles, elles existent, même si on tend à une normalisation au niveau du monde avec une culture américaine de marché qui tend à harmoniser tout ça, mais il y a une grosse différence culturelle dans tous les pays que j'ai pu faire, et même dans mon rôle responsable d'Amérique latine, tu vois bien ces différences culturelles. Et puis, on n'est pas on n'est pas égaux par rapport aux valeurs. Et si on comprend pas ça, ça veut dire qu'on n'accepte pas la différence. Ok. Donc moi ça je passe, c'est un point de départ. Et je donnais des exemples classiques. Hein. Quand j'étais au Maghreb, c'était une expérience fabuleuse. Mes enfants sont nés là-bas, donc j'ai une relation particulière avec le Maroc. J'y vais de manière régulière, j'ai toujours des amis là-bas, et c'est un magnifique pays. Maintenant, il y a une vision qui est culturelle, religieuse, qui est différente d'une vision allemande des choses, qui est très structurée, très rationnelle, moins émotionnelle. Je pense que on motive quelqu'un au Maroc avec le cœur, on motive quelqu'un en Allemagne avec la tête. Pour faire des grands schémas. Hein. Et c'est comme ça. C'est de leur histoire, c'est leur culture, leur religion. Après, quand tu m'as dit la deuxième partie de ta question, c'est de dire où est la vie la plus facile. Je pense que chacun a des valeurs ou des attentes d'un mode de vie qui sont très différents. Voilà, si tu es en couple avec un enfant, je dirais l'Allemagne, c'est le plus facile à vivre. Tu as des parcs, c'est quelque chose de très bien. Les infrastructures, les hôpitaux, tout ça. Quand il commence à grandir, je te dirais, va en Australie, parce qu'il y a une culture de sport qui est énorme. C'est vraiment intéressant de voir tout ce qu'ils mettent autour de la charité, la collectivité et tout, c'est excellent. Et après, si tu veux travailler, si tu veux vraiment être impactant, je dirais va au Canada, où là, il y a une notion plus, on va dire, très proche nord-américaine, américaine, en fait, hein, de travailler beaucoup, en disant j'ai le retour de ce que j'ai investi dans le travail. Donc, c'est très différent.
Et j'espère que tu comprends que c'est difficile pour moi de répondre à une, mais au moins j'ai donné les grands axes de réflexion. Bah, oui, non, c'est sûr que c'était une question. Il t'aurait fallu plusieurs heures pour bien détailler et y répondre totalement. Mais j'ai bien aimé ce que tu m'as dit. Au Maroc, on motive avec le cœur et en Allemagne avec la tête. Tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi? Je suis curieux de savoir pourquoi. Et comment Oui. tu fais d'ailleurs pour motiver avec le cœur au Maroc? Oui, alors je vais donner quelques exemples. Hein. Au Maroc, il y a une notion aussi de reconnaissance. Hein. Historiquement, ça a été un pays avec une présence française qui était sur place. Donc voilà, c'est encore un pays qui est jeune dans son autonomie, en fait, dans son indépendance. Donc il y a cette notion de respect qui est importante chez eux, de la parole donnée. Il y a tout cet aspect famille, cet aspect religion qui est très très présente. Alors que en Allemagne, c'est quasiment, il y a très peu d'enfants, c'est très monoparental. En fait, c'est très droit. C'est des gens qui doivent planifier, qui doivent dans leur éducation, voilà, sont très, on va dire très rationnels, très scientifiques dans l'approche. Et donc dans la notion au quotidien, au Maroc, pour motiver les gens, il y a cette passer dans les bureaux, taper dans l'épaule, remercier, parler. Tu vas me dire, c'est valable dans tous les pays, hein, ce que je dis là, mais encore plus au Maroc, en lui disant, bah voilà, si tu fais ça, ça changera énormément les choses et aide-nous et tu vas être reconnu. C'est beaucoup plus important par rapport à une personne en Allemagne. On dit, bah voilà, si tu travailles là-dessus, tu vas économiser tant de millions pour la société et tu vas avoir une reconnaissance à hauteur d'un système blablabla qui va te donner 7%, 7,5% plus sur ton salaire. Voilà, je caricature, mais j'espère que ça te parle bien avec l'Excel file allemand par rapport à la touch, la tape, même l'aspect physique, hein, de taper sur l'épaule et dire aide-moi, Habibi, ça m'aide beaucoup, quoi. Ok. Ouais, ok, je comprends. C'est une approche plus humaine, peut-être moins business au final. Ouais, alors je dirais pas que en Allemagne, il y a une approche, tu vois, qui n'est pas humaine, parce que je pense que la reconnaissance est aussi importante pour eux, le fait qu'on les reconnaisse par leur prénom, etc. En revanche, les outils de motivation, quoi, on peut dire, voilà, euh, fais-nous ça, il faut démontrer, en fait, hein, par A plus B, l'impact de leur valeur ce qu'on leur demande, quoi. Alors voilà, au Maroc, il n'y a pas besoin de démonstration, quoi. C'est aide-moi, s'il te plaît, j'ai besoin de toi, quoi. Il n'y a pas besoin on joue plus sur un lien affectif, un lien parental que sur un lien rationnel, mécanique, qu'on peut avoir en Allemagne. Ok. Et donc, ouais, après, tu associes un peu plus, du coup, l'Australie et le Canada, et les Oui, États-Unis par extension. oui. Alors, pour moi, l'Australie et le Canada, je dis toujours que le Canada, ce sont les Australiens de l'hémisphère nord. Et ils sont vraiment, enfin, c'est deux grands pays, déjà deux anciennes colonies britanniques, euh, deux pays dans leur économie où il y a peu de population, grand territoire, basé sur les ressources naturelles, basé aussi sur l'entraide pour survivre, du fait de l'étendue des territoires, et donc ils sont très proches. Maintenant, je dirais qu'ils sont plus entre une culture britannique et une culture américaine. Ils sont vraiment entre les deux. L'américaine, c'est vraiment sur le boulot, sur l'efficacité, alors que plus dans au Grande-Bretagne, il y a plus la notion du pourquoi, en fait. Euh, si je caricature, si je dis euh, un Américain, un Britannique demain on va faire un jogging à 6 heures du matin, l'Américain, il va dire où et quand, où on se retrouve, ok, et le Britannique, il va dire pourquoi. Tu vois la différence? L'Américain est déterminé. Hein. Voilà, c'est ça. Il laisse rien pour les autres. Hein. C'est ça. Il roule sur tout le monde. Il va rien laisser au monde, l'Américain. Et là, Ouais, avec Donald, ça va être encore plus le cas.
Ouais, c'est vrai que ça nous donne des années qui vont être intéressantes à voir et voilà, sans rentrer dans des grands débats politiques, hein, ça va être Oui, très intéressant, voilà, en espérant que les grands équilibres, on va dire mondiaux seront stabilisés, qu'il y ait la paix. Voilà, c'est ce qu'on peut souhaiter en fait avec l'élection de Trump. ouais, en principe, c'est ce qu'on va avoir, hein. C'est ce qu'il promet, c'est ce qu'il a déjà fait lors de son premier mandat. D'un point de Mm. vue pratique, toi, pour ta boîte, est-ce que ça va avoir un impact? Je sais que tu travailles à l'international, donc forcément, est-ce que l'élection de Trump va avoir un impact sur Alors l'avenir de ton oui, entreprise? oui, oui. Alors on est en train de les évaluer, hein, ces impacts, mais oui, parce que donc dans les premiers idées, c'est qu'il va augmenter ses droits de douane sur les produits importés. Donc nous, on a des productions, des sites de production un peu de partout dans le monde, mais pas simplement qu'aux États-Unis. Donc on va importer des produits, donc nos prix vont augmenter. Donc on prévoit de l'inflation. Donc oui, on prévoit ça dans nos budgets. Donc ça c'est le premier. Le deuxième aspect, et je l'ai pas dit dans la présentation de ma boîte, mais on a une grosse activité sur la lutte contre les maladies vectorielles, c'est-à-dire que les mosquitos, les moustiques. Donc la malaria, la dengue, la chikungunya, tout ça. Bien Et sûr. en fait, ce Palu, sont... Pardon? le palu. Voilà, c'est Excuse-moi. ça, le palu. Et donc, en fait, les programmes de lutte contre le palu sont essentiellement des donations internationales gérées par les États-Unis. OK? Donc, le plus gros bailleur de fonds, ça reste les États-Unis, essentiellement sur les zones africaines et panaméricaines, quoi. Et Mhm. donc eux, voilà, avec Trump, il a dit, voilà, on va serrer les vis, on va sûrement réduire les budgets. Donc ça aussi, ça a un impact important dans le business. À prendre en compte pour voir comment on essaie de mitiguer ça. Ouais, ouais, pour revenir, c'est vrai que moi j'ai tendance à avoir un peu cet état d'esprit américain dans le sens où je suis jamais tranquille. Je le vois bien là dans mon business. Bon, dans l'armée, c'était moins le cas. Mhm. Bon, les éditeurs savent, tu sais, j'étais à l'armée, j'ai fait 6 ans à Ouais. l'armée, j'ai été déployé en Afrique, etc. Donc j'ai vécu un peu d'aventure. Je suis bien Mhm. content de l'avoir vécu d'ailleurs. Et c'est vrai que depuis que j'ai mis les deux pieds dans le monde de l'entrepreneuriat, je me rends compte que j'ai plus aucun moment où finalement je suis reposé. Dans le sens où, enfin, il faut que je sois stimulé en permanence. Donc que Mhm. ça soit sur même mes loisirs, je veux dire sur ce que je regarde pour me détendre, en fait je me rends compte que euh, ça me stimule plus que ça me détend. Mais le fait que je sois stimulé me détend, tu vois. Je sais Mhm. pas si Ouais. j'ai tendance à croire que cet état d'esprit et cette routine-là va m'amener là où je veux aller, tu vois. Mhm. Mhm. Je vois ça 100%. C'est bon. Alors toi, tu le dis dans la simulation. Moi, j'appelle ça l'apprentissage, mais c'est exactement la même chose, hein. C'est ce qui te permet de grandir, d'être jamais arrivé et d'être de plus en plus impactant. Et encore une fois, tu parlais de ton entreprise là-dessus, mais tu verras quand tu vas être papa. Moi, j'ai passé du temps à apprendre le parenting avec mes jumeaux et je m'en sors, mais vraiment grandi par rapport à ça. Et quand j'ai pris l'exemple de la natation, mais je prends l'exemple de l'IA, mais on apprend et je pense que ce stimuli, c'est ce qui va faire la différence, quoi, qui nous fait permettre d'exister en fait, hein. Et ça, c'est important. Ok, bah écoute, tu m'as parlé de la parentalité, c'est excellent. C'est vrai que bah, moi, je vais bientôt être papa, donc je suis bien content. Est-ce que pour clore Mhm. l'épisode de ce podcast, tu peux nous expliquer, est-ce que tu peux nous dire quel enseignement, en deux, trois mots, tu as tiré de l'éducation de tes enfants? Waouh, c'est une grande, ouais, une grande question. Le premier, c'est que en étant parent, j'avais intellectualisé le fait d'être père. Je m'étais souvent posé quel est mon rôle, comment je veux être, etc. Et, euh, et je me suis aperçu que ben, ça servait, enfin, c'était pas ça. Donc ça m'a appris le fait de dire accepte que tu sais pas tout, accepte que bah, le rôle de père, c'est pas dans un bouquin, ça va être de l'adaptation. Donc ça m'a appris l'humilité, ok. Deuxièmement, c'est apprendre à donner, 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 ne jamais baisser les bras, ok.
Et ça, c'est pour moi le principal rôle du père. Mes enfants ont été diagnostiqués TDAH, en fait, hein, donc trouble du déficit de l'attention et hyperactivité. Donc j'ai appris là-dessus quand je parlais de parenting, tout ça. Il y en a beaucoup qui baissent les bras en disant ouais, soit je donne la médication, je leur donne une tablette. Non, je veux pas. Et même jusqu'à maintenant, hein, ils ont 21 ans, mais bien sûr le rôle et le discours est différent, mais je baisserai jamais les bras. Okay, donc humilité, investissement sans jamais baisser les bras. Et puis après, pour moi, l'enseignement d'être parent, ça m'a permis de savoir quelle était la définition d'être riche. Et pour moi, cette définition d'être riche, c'est de dire, je suis riche quand mon fils vient me voir sans aucune raison, ou qui m'appelle juste pour me parler. Et ça, pour moi, ça vaut tout l'or du monde. Alors, il faut attendre qu'il soit un peu plus âgé, hein, qu'il soit hors du nid, hein, 18 ans, mais ça m'a permis de savoir ce que c'était réellement la richesse. Oui, parce que en fait, tu t'es rendu compte que lorsqu'il t'appelait spontanément, tu vivais un instant joie, quoi. Voilà, c'est ça. Et que rien peut te remplacer, que tu peux pas l'acheter, tu peux rien faire. Et ouais, et c'est ça la richesse, pour moi. pas l'acheter, ça. Ouais. Tu peux pas le demander, tu peux pas l'acheter, tu le vis. Et voilà, c'est ça. Moi, c'est les 3 enseignements que le fait d'être père m'ont appris, quoi. Oui, et attention, spontanément et sans intérêt. Oui, sans intérêt. Ah, bien sûr, ça m'appelle pour me dire, papa, j'ai besoin de faire un plein d'essence, quoi. Non, c'est pas cool. Non. C'est juste pour parler, pour passer du bon temps avec toi, quoi. Ça, c'est chouette. Voilà. Je pense que ouais, c'est un de mes goals, tu vois, c'est dans la vie. Voilà. Ton enfant, il vient de voir comme ça, spontanément. Puis en plus, oui, toi, à 53 ans. Donc, eux, ils ont 21 ans. Mais moi, il y a un truc, on pense bien, l'humilité, l'investissement avec les valeurs, qui est super important, quoi, et puis la richesse. Mais moi, quand j'ai parlé, il y a eu 3 phases dans ma vie. La première phase, c'est on apprend l'apprentissage, learn, comme on dit en anglais. La deuxième, c'est earn, ok, si tu gagnes ta vie. Et la troisième, c'est return, tu vois, ce qu'on te donne. Donc après, oui, l'apprentissage est tout au long de ta vie, mais par la nature des choses, ça te fait jusqu'à la trentaine d'années, quoi. Après de 30, si tu veux, jusqu'à 45, 50, tu vois, c'est là où tu gagnes ton argent, tu bâtis ton patrimoine, tu bâtis ta vie, tu bâtis tes amis de longue date. C'est vraiment la phase où tu gagnes et tu bâtis. Et après la phase, et là j'entre dans la phase où je donne, et c'est pour ça que le podcast aujourd'hui était important pour moi, parce que c'était la première étape en donnant de manière la plus genuine, la plus sincère possible à tous les auditeurs, à toi, à François, mon temps, mon énergie, ma passion. Et après, s'il y en a un auditeur qui prend une demi-phrase de ce que j'ai dit et que ça l'aide, putain, je serai l'homme le plus heureux du monde. Je vais redonner quelque chose, quoi, voilà. Et ben, sur ces belles paroles, Eric, je te remercie vraiment pour cette discussion enrichissante. C'est sûr que t'inquiète pas que tu vas avoir apporté le même 1%, c'est merveilleux. Je te remercie. De rien. Écoute, merci à toi, Kevin. Je te souhaite plein de bonnes choses pour toi, pour François et puis pour tous les auditeurs. Les outils sont dans nos mains. On est en position de faire des choix et de driver sa vie. Donc, merci à tous. Merci, Eric. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de Broworking, le podcast. Si tu as apprécié nos discussions sur l'entrepreneuriat, le sport et la quête de l'excellence, n'oublie pas de partager, de laisser un commentaire et de t'abonner. Reste discipliné, reste engagé et n'oublie pas, chaque jour est une opportunité de devenir une meilleure version de toi-même.